Bien, on fait ça. Ça dépend un peu de la réponse policière. Pardon ? Ça dépend un peu de la réponse Ouais, des forces de voilà. l'ordre. Et est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu le déroulé de cette matinée? On ne sait pas exactement combien de traits officiels qui vont sortir. Au moins 7 comme les 7 pays membres du G7. Qu'est-ce qui va se passer là dans Bayonne tout à l'heure? Dans quelques minutes, des portraits d'Emmanuel Macron qui ont été réquisitionnés ces derniers mois par des militants d'Action non violente COP21 vont ressortir en plein cœur de Bayonne, lieu normalement interdit aux manifestations. L'objectif de cette action, c'est de démontrer, en fait, de dénoncer le décalage entre les beaux discours d'Emmanuel Macron sur la scène internationale et notamment au sein du G7 et ses actes concrets en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Ces décrochages, ils sont illégaux, donc c'est des actions non violentes qui ont été menées pour laisser un vide, en fait, un vide symbolisant le vide de sa politique face à l'urgence climatique et sociale. Et aujourd'hui, des portraits vont ressortir et les activistes qui vont ressortir ces portraits sont officiellement, normalement, accusés de recel, puisque c'est des objets qui ont été volés dans des mairies. Nous, on considère qu'on les a réquisitionnés, mais officiellement, ils ont été volés. Et donc, on verra comment les forces de l'ordre vont réagir. Est-ce qu'elles seront prêtes à, devant la presse française, basque et internationale, arrêter des activistes qui portent de façon non violente des portraits présidentiels? Vous n'avez pas peur que les policiers viennent vous les chercher? En plus, vous n'avez pas le droit de manifester aujourd'hui. Vous n'avez pas peur que ça se passe mal? À eux de voir ce qu'ils ont envie de faire. En tout cas, nous, on fera tout pour maintenir le consensus non violent. Et on a aussi une centaine d'autres tableaux et portraits qui sont aujourd'hui emballés dans du papier craft pour semer la confusion et pour ne pas laisser les forces de police les trouver si facilement. C'est exprès. C'est exprès. Bravo! Tu peux nous le montrer, s'il te plaît? Bonne dossier. As palavras políticas de Emmanuel Macron, outra coisa são os atos políticos do Presidente que não têm. Oui. On ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Bon, on y va. Hein.
Qu'est-ce qui fait que vous avez... Pourquoi vous le brandissez là? Donc aujourd'hui, là, je suis en train de commettre un acte de recel, puisque ce que j'ai entre les mains est un objet volé. Donc nous sommes Action non violente COP21, un mouvement de désobéissance civile, donc on décide volontairement de désobéir à la loi. Pas pour créer du chaos, mais pour pousser les gens à réagir, à se poser des questions, à comprendre l'ampleur de la crise dans laquelle on se trouve et les amener à réagir. Et aussi pour interroger l'obéissance à la loi. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut des actes forts pour faire bouger les lignes. Et pourquoi alors marcher comme ça dans le Petit Bayonne ici Donc aujourd'hui c'est dans le cadre du G7 évidemment, donc cette campagne elle a démarré il y a plusieurs mois. Mais aujourd'hui il y a tous les grands puissants de ce monde qui sont la source du problème, on ne va pas se le cacher, qui sont réunis ici et qui essayent de continuer à nous faire croire qu'ils ont des solutions, qu'ils vont s'occuper du problème. Par exemple, M. Macron s'est prononcé contre l'accord avec le Mercosur, enfin en l'état. Donc ça ne veut pas dire qu'il est vraiment contre, ça veut dire qu'il attend des aménagements à la marge pour pouvoir le signer. Mais en tout cas, en même temps, il va signer le CETA, il pousse tous ses parlementaires à voter le CETA en leur mettant une pression tout à fait énorme. Alors que le CETA, sur bien des aspects, est plus dangereux que le Mercosur. Elle, tu veux prendre contre l'humanité et la biodiversité. C'est un crime contre l'humanité et la biodiversité. Contre l'humanité et la biodiversité. On profite de ce sommet où ils mettent en avant le problème climatique, donc qui est un problème qui est reconnu par tous les politiques, qui le disent dans le discours mais qui n'agissent pas en fait. C'est pour ça qu'on met les portraits à l'envers, c'est pour montrer le manque de sens de leur politique. Contre l'humanité et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime. Contre l'humanité et 1, et 2, et 3 degrés. On va dévoiler cet autre portrait maintenant, d'accord? On va prendre le temps. On va prendre le temps. Pas maintenant. Pas maintenant.
Ils vont sauver le climat, mais Macron ne veut pas nous. On est là. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux. C'est remarquable. Non ? Ça marche un peu. Hein. Bien près du micro. Ok, voilà, mais je vous remercie d'être là, aussi nombreux. Et, pardon ? Oui, ok. Oui, ok, comme ça va? Oh. Je sais que j'ai eu des micros et je ne sais toujours pas les manier. Les portraits sont là pour vous montrer que Macron est entre les mains du peuple. Il oublie cela quelquefois. Entre les mains du peuple, rappelez-vous un certain document de 1789 qui dit « La souveraineté réside essentiellement dans le peuple ». C'est nous, le peuple. C'est tous vos lecteurs et tous ceux qui regardent vos communiqués. Et c'est ce peuple qui doit lui donner ses directives. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous faisons de la politique, mais nous sommes tous et toutes non violents. Et ces portraits retourneront là d'où ils sont venus quand on aura terminé cette cérémonie, si j'ose dire. Est-ce que M. Macron, si je l'avais devant moi, je voudrais lui demander, vous avez fait référence aux incendies au Brésil, à la pollution des océans, et évidemment on est tous d'accord avec ça et avec ce que vous dites quand vous évoquez des choses de cette nature. Mais est-ce que vous aurez le courage, Monsieur le Président, d'arrêter... Attendez, on a plus son, madame. Est-ce que vous aurez le courage, Monsieur le Président, est-ce que vous... Non. Est-ce que vous aurez le courage d'arrêter les subventions? Là, le monde, c'est pas la France toute seule, c'est le monde entier qui subventionne les industries d'extraction qui causent le CO2 à 10 millions de dollars la minute. 5 trilliards de dollars en tout, chaque année, va à ces énormes entreprises qui ne peuvent apparemment pas marcher sur leurs deux pieds et ont besoin de subventions. C'est de l'argent qui devrait être investi instantanément dans le changement de système énergétique et qui devrait aller vers une révolution verte qui serait au bénéfice du peuple. Vous savez peut-être que l'Arctique va augmenter sa température de 5 degrés, quoi qu'il arrive. Même si on arrête tout le CO2 demain, l'Arctique, ce sera 5 degrés de plus que pendant de longues années en moyenne. Et puis, nous avons aussi les événements, inondations, sécheresse, feux non maîtrisés, tout ce genre de choses que parfois les médias disent à tort exceptionnel. Malheureusement, ça n'est plus du tout exceptionnel, c'est devenu la norme. Les proportions sont différentes, mais les pourcentages ont augmenté souvent de 2, 3, de 4 fois, en l'occurrence. Alors, je voudrais dire, Monsieur Macron, que nous sommes dans une guerre. Ce n'est pas déclaré, ce n'est pas un État contre l'autre, contre un autre, mais c'est une guerre pour changer la nature de notre façon de faire marcher nos transports
nos voitures, nos maisons, absolument tout. Votre métier en dépend comme tous les autres. Et c'est une guerre que moi qui ai vu le début de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, gamine, on a changé immédiatement, tout a été mis en œuvre, toutes les industries ont contribué aux États-Unis à faire les préparations pour la guerre pour vraiment entrer en force. C'est ce type d'effort qu'il faut aujourd'hui. Et nous pourrions dire même que si vous ne le faites pas, et si vous ne faites pas l'exemple, M. Macron, avec vos compagnons du G7, c'est un crime de non-assistance à société en danger. C'est un crime potentiel, et même les non-violents doivent parfois utiliser la violence de la parole et dire que vous et vos camarades du G7 sont des assassins, des génocidaires en puissance. Alors, j'espère que vous me ferez mentir. Personne ne veut vivre dans une démocratie, entre guillemets, qui est menée par des assassins et des génocidaires en puissance. Mais je crois que c'est avec des mots comme ça qu'il faut maintenant s'adresser aux puissants. Je vous remercie. Bravo. I forgot to tell you that for English-speaking people, I'm bilingual, and I don't have time to summarize what I said in English, but I am available for interviews for people who do not speak French. Non, je peux répéter. Apparemment le micro marche. J'en profite pour répéter. Donc Suzanne Georges disait en anglais that she's available for English speaking people. Ça marche pas non plus. Attends, je vais le dire. En fait, chaque intervenant et chaque intervenante va vous préciser les langues qu'il parle. Donc pour Suzanne, le français et l'anglais, pour que vous sachiez qui vous pouvez interviewer à la fin de la conférence de presse. Et dernière information, on vient de compter et on est plus de 900 personnes à cette action. Merci à tout le monde, mes chers amis. Apparemment ça marche là. Ça a l'air de fonctionner, je vais essayer d'être assez bref. Ouais. Allez. Un bon vieux mégaphone, ça marche toujours. Donc si moi je suis là pour Greenpeace, c'est parce que quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron, nous avons commencé à voir poindre un double discours chez Emmanuel Macron, entre Emmanuel Macron qui se positionnait très fortement sur la scène internationale comme un défenseur du climat, comme le protecteur de l'accord de Paris. Tout le monde se souvient de ses sorties publiques et très médiatisées au moment de l'annonce de la part de Donald Trump de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Donc il y avait ce côté Emmanuel Macron très offensif en termes de communication, notamment sur la scène internationale, notamment dans les sommets internationaux type G7, G20, sommet des Nations Unies ou autres. Et puis la réalité de ce qu'on constatait, nous, sur la scène nationale, à savoir les mesures qui ne venaient pas pour faire en sorte que la France soit réellement exemplaire et se place sur une bonne trajectoire vis-à-vis de ce qu'elle avait signé au moment de la signature de l'accord de Paris à la COP21 en fin 2015. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite senti ce décalage, ce double discours, et depuis ce double discours, ce décalage est devenu de plus en plus grand jusqu'à devenir un fossé, puis un abîme, et aujourd'hui ça se voit de plus en plus, et ça se voit à tel point que, y compris dans la majorité de la République En Marche, ça se fissure de plus en plus. On l'a vu avec l'adoption du CETA au Parlement, où il y a eu tant de députés de la République En Marche qui étaient mal à l'aise à voter ce traité de libre-échange si néfaste pour le climat et la lutte contre le dérèglement climatique. Donc ce double discours, c'est ce qui nous a amené avec d'autres organisations, notre affaire à tous, Oxfam et la FNH,
a effectivement lancé ce qu'on a appelé l'affaire du siècle, donc ce recours juridique intenté contre l'État pour son inaction climatique. Et dans ce recours juridique, on était très précis sur la nature des carences fautives de l'État selon nous, à savoir le retard dans le développement des énergies renouvelables, le retard dans le développement d'une sobriété énergétique et une réduction de la consommation d'énergie, le retard dans les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre que sont le transport, le logement, l'agriculture, tout un tas de domaines qui faisaient que les émissions de gaz à effet de serre qui sont censées baisser rapidement ne baissaient pas en France. Et je rappelle que ces émissions de gaz à effet de serre, elles ont même été à la hausse jusqu'en 2017, au moment où en 2018 elles ont commencé à redescendre, mais pas grâce à des mesures gouvernementales, simplement grâce à un effet conjoncturel et notamment le fait qu'il y a eu un hiver particulièrement doux qui a abouti à une baisse de la consommation d'énergie. Donc on a lancé ce recours juridique. On a été reçu par le Premier ministre, Édouard Philippe, qui nous a expliqué que l'État français faisait bien son travail, faisait du mieux qu'il pouvait, et donc la réponse qu'on a eue quand on a lancé ce recours juridique, c'était une fin de non-recevoir de la part du gouvernement, c'était que le gouvernement n'allait pas changer sa politique, n'allait pas changer sa manière de faire, puisqu'elle était la bonne, et que la France était, selon le gouvernement, sur la bonne trajectoire. Donc ce recours juridique, il est en cours, on a déposé tous les éléments maintenant devant le tribunal administratif de Paris, ça va prendre du temps, mais en tout cas, nous on est déterminés à aller jusqu'au bout et tenter d'avoir cette condamnation en justice par une juridiction administrative de l'État français pour carence fautive en termes de lutte contre le dérèglement climatique. En attendant, on ne va pas rester les bras croisés non plus, parce qu'on parle d'une décision juridique qui peut venir dans quelques années, donc on ne reste pas les bras croisés, d'où le fait de multiplier un certain nombre d'actions et d'activités. Ça passe par des grèves, et donc il va y avoir une grève pour le climat importante le 20 septembre, des marches, il va y avoir des marches importantes le 21 septembre, il va y avoir toute une semaine d'actions climatiques entre le 20 et le 27 septembre. Ça passe aussi par des actions de désobéissance civile. Je pense aujourd'hui que l'état d'urgence est tel, la situation d'urgence climatique, environnementale et sociale est telle qu'il faut de toute façon tout tenter, tout essayer pour lutter réellement et sérieusement contre le dérèglement climatique. Donc ça passe par des recours juridiques, ça passe par des marches, ça passe par des grèves, ça passe par des actions de désobéissance civile, d'où la nécessité et l'importance de ce type d'opération et d'essayer de faire en sorte que le risque climatique devienne un risque politique pour le gouvernement Macron et qu'il n'ait pas le choix de faire bien mieux qu'il n'a fait jusque-là. Merci. Bonjour, je suis Cécile et donc comme on vous l'a présenté, j'ai moi-même décroché un des portraits d'Emmanuel Macron et je serai en procès aux côtés de Pauline et de 7 autres personnes à Paris le 11 septembre prochain. Je peux parler en anglais pour les interviews juste après. Comme vous l'avez compris, l'objectif de cette action aujourd'hui, c'est de casser l'image qu'Emmanuel Macron veut se donner sur la scène internationale de leader climatique. Le vernis vert qu'il applique sur sa politique sur la scène internationale, ce qu'il est exactement en train de faire au G7, il craquelle au niveau national. Et on se rend bien compte quand on regarde exactement quelle est la politique qu'il met en œuvre, que pire que de ne rien faire, en fait, il aggrave la crise climatique. Ça suffit pas de se porter leader par contraste au pire, comme Trump ou Bolsonaro, de dire qu'on va sauver l'Amazonie le lendemain d'un grand discours ou de lancer un hashtag Make the Planet Great Again. Ce qu'il faut faire, comme l'expliquait Suzanne, c'est aujourd'hui changer radicalement nos modes de consommation et de production. Et ça suppose des efforts de guerre en fait. Et cet effort de guerre, il sera mis en œuvre que s'il y a une mobilisation collective d'une grande ampleur pour pouvoir le réussir. Or, aujourd'hui, on a un président qui ne fait que rassurer les gens parce qu'il ment. Il ment pour défendre son bilan personnel et il ment pour pouvoir rester au pouvoir. Mais nous, ce qu'on tenait à dire aujourd'hui, c'est que en fait, la politique d'Emmanuel Macron, elle est climaticide. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, en France, au lieu de tout faire pour relocaliser la production, on soutient des accords de libre-échange comme le CETA. Au lieu de prendre des mesures pour réduire drastiquement le trafic aérien, ou de soutenir les propositions qui avaient été faites par les députés de supprimer les lignes domestiques quand il y a une alternative en train ou en voiture de moins de 4 heures, sous la présidence d'Emmanuel Macron, dans l'Hexagone, on refuse de taxer le kérosène. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, au lieu de miser sur le ferroviaire et les trains, on supprime les trains de nuit et on supprime les liaisons comme le train entre Rungis et Perpignan. Au lieu de prendre des mesures ambitieuses pour s'attaquer à la déforestation importée, sous la présidence d'Emmanuel Macron, dans l'Hexagone, on donne l'autorisation à Total de reconvertir sa raffinerie à la Med en bioraffinerie à l'huile de palme.
reconversion qui multipliera par 3 la consommation française d'huile de palme. Au lieu de lutter contre la surconsommation et l'artificialisation des sols, dans la France d'Emmanuel Macron, on favorise la construction de grandes zones commerciales comme Europa City, on favorise l'implantation de nouveaux entrepôts Amazon et on s'oppose aux propositions des députés qui visent à réguler la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Au lieu de laisser les énergies fossiles dans le sol, dans la France d'Emmanuel Macron, on continue de subventionner les énergies fossiles. Je rappelle que cette année, c'est encore 11 milliards d'euros qui vont en subvention en France aux énergies fossiles. Et on refuse d'encadrer aussi les financements des banques françaises alors que son ministre de l'économie et des finances l'avait pourtant promis. À la lecture de tout ce bilan-là, Emmanuel Macron peut crier sur tous les toits qu'il peut sauver l'Amazonie, mais quand on est à la fois pompier et pyromane, on n'est pas crédible. Bonjour, je m'appelle Esther, je suis de Youth for Climate et I can speak English after if you want. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est Nicolas Hulot qui démissionne. Signe supplémentaire que la politique de Macron est encore plus plate qu'envisagée. Ce n'est même pas qu'il ne se passe rien, c'est que la situation empire de jour en jour. On en a marre des beaux discours, on en a marre d'être endormi par des paroles déguisées, marre de ne pas être entendu et écouté par les gouvernements. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on est des millions à travers le monde à en avoir assez? On se rassemble, on réfléchit et on agit ensemble. On comprend qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes pour faire avancer les luttes pour les justices sociales et climatiques. Comme l'a dit Cécile tout à l'heure, on a bien compris que la politique de Macron n'était que du blabla et qu'il fallait passer à l'action nous-mêmes parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Nous, on le savons. Nous le savons, pardon. Même eux le savent. Ils ne peuvent pas faire semblant de ne pas savoir. Ils ne peuvent pas faire semblant de ne pas être conscients. Ils ne peuvent pas nous faire croire qu'ils font leur maximum. Et c'est ce qui nous a réunis le 8 septembre dernier pour marcher dans les rues pour le climat. Résultat, plus de 130 000 personnes dans les rues de tout l'Hexagone. Mais ça ne s'arrête pas là. Toute l'année, partout dans le monde, des marches pour le climat ont fait trembler les sols. Avec des dates phares comme le 8 décembre avant la COP24 en Pologne. Ou encore les marches du 15 et 16 mars dernier. Le 15 mars avec Youth for Climate, ce mouvement international des jeunes pour le climat né de Greta Thunberg que vous connaissez sans doute tous déjà, qui a été suivi dans le monde entier. Le 15 mars, donc l'appel de Youth for Climate s'était intitulé « Pourquoi devrions-nous travailler pour un avenir qui n'existe pas ?» Et c'est ce genre de questions qu'on se pose tous les matins. Et c'est ce genre de questions qui nous bousillent l'existence. Ce qui a mené des centaines de milliers de jeunes dans les rues de tous les continents. Le lendemain, le 16 mars, la marche du siècle, organisée par la société civile, a réuni plus de 300 000 personnes dans les rues. Et donc un week-end similaire est prévu le 20 et 21 septembre prochain, comme en a parlé Jean-François tout à l'heure. Et j'espère qu'on se retrouvera tous là-bas et qu'on arrivera ensemble à faire bouger les choses. Bonjour, je suis Pauline d'Alternativa. I can also answer in English if you want. La colère exprimée dans la rue par les citoyens et les citoyennes est montée ces derniers mois dans l'Hexagone. Et elle ne s'arrête pas, attisée par l'injustice de la politique du gouvernement Macron. En octobre dernier, le mouvement des Gilets jaunes a émergé dans tout le pays, nous rappelant que les mesures écologiques ne doivent pas être prises sans y associer des mesures sociales qui vont protéger les populations les plus précaires, celles en première ligne du dérèglement climatique et qui vont en souffrir et qui souffrent déjà. Devant cette urgence vitale, climatique et sociale, et en réaction à la politique antisociale et anticlimat de Macron, de plus en plus de personnes passent à la désobéissance civile qui devient une nécessité pour faire monter le rapport de force et qui est une nécessité également pour faire monter en puissance le mouvement pour le climat et la justice sociale. Les gens font leur premier pas dans la rue, puis passent à l'action non violente pour dénoncer les grands pollueurs de la planète, pour s'opposer avec leur corps aux projets destructeurs de l'environnement, de la planète et de nos vies. Des gens s'allongent devant les pelleteuses des chantiers, comme à Europa City, ce centre commercial qu'on veut implanter sur des terres arables, comme au Grand Contournement Ouest, ce contournement autoroutier à Strasbourg.
Des actions se multiplient contre Amazon, notamment avec les Gilets jaunes, des actions d'occupation des banques, comme celle de la Société Générale avec Youth for Climate. Des ponts sont bloqués régulièrement. Le 19 avril dernier, à Paris, plus de 2000 personnes ont bloqué pendant un jour 4 tours de la Défense. Total, EDF, Société Générale et le ministère de la Transition écologique et solidaire pour dénoncer l'alliance toxique entre les patrons des entreprises les plus polluantes et le gouvernement. Partout, sur l'esplanade de la Défense, a été affiché le portrait du président Macron, le président de la République des pollueurs. Si le gouvernement nous laisse faire aujourd'hui cette manifestation désobéissante, c'est parce que les caméras du monde entier sont là. Or, la répression et les gardes à vue contre les décrocheurs et les décrocheuses de portraits des militants non violents qui agissent à visage découvert continuent et les procès s'enchaînent. Nous sommes aujourd'hui 57 personnes à passer en procès, 2 ont déjà eu lieu et les prochains vont se tenir dès la rentrée. Donc le 2 septembre à Lyon, le 11 septembre à Paris où Cécile et moi nous allons comparaître, le 13 septembre à Orléans, dont les portraits sont juste derrière nous ici. La campagne des décrocheurs de portraits ne s'arrête pas là et la vague de procès qui s'annonce va être autant de dates de faire le procès de Emmanuel Macron pour son inaction climatique et sociale et la mise en danger de nos vies et celles des générations futures. Ils défendent des symboles, nous défendons la vie. Ouais.